bienvenue sur l'art du fait maison. Superbe après-midi de 22 septembre. C'est le moment, ou plutôt pratiquement la fin, des récoltes de figues de Barbarie, qui est le sujet de cette vidéo. Donc le figuier de Barbarie, qui est l'Opuntia ficus indica ou Opuntia ficus indica, excusez-moi pour ceux qui le prononcent différemment, je ne sais pas exactement comment on dit. Ce figuier, ou ce cactus, disons, fait partie en fait du paysage dans la région où nous nous trouvons. C'est vraiment une plante qui est adaptée au chaud, qui est adaptée au sec, mais qui peut aussi s'adapter à des climats moins propices à sa culture, c'est-à-dire un peu plus au nord. C'est un peu une plante qu'on pourrait dire un peu tendance, parce que c'est quand même quelque chose qui va apprivoiser les changements climatiques dans le sens plus chaud. C'est quelque chose qui pourrait très bien s'installer un peu plus au nord de l'Europe. Et puis aussi, c'est une plante que l'on peut cultiver en pot. Alors, c'est bien plus simple lorsqu'elle est toute seule dans le sol. Ici, il faut s'imaginer que cette plante, nous a dit le monsieur, donc le propriétaire de la ferme ici, ça fait 30 ans qu'elle est ici, qu'il n'a jamais vraiment, il n'a jamais mis d'engrais, il n'a jamais rien fait avec cette plante. Elle pousse, elle se casse, elle repousse à côté. De temps en temps, elle est taillée parce qu'elle est au bord d'une route, mais autrement, on peut voir vraiment qu'elle a de l'âge dedans et que peut-être un petit peu d'entretien la rendrait un peu plus belle, mais qu'elle se débrouille très bien. Cette plante, elle a aussi un peu une réputation d'être invasive dans certaines régions. Alors, probablement parce qu'elle se reproduit vraiment un peu comme de la mauvaise herbe, il suffit qu'elle tombe au sol, elle n'a pas besoin de grand-chose, comme elle n'a pas peur du sec. Par contre, ce n'est pas comme un mimosa, ce n'est pas comme un arbre qui a des racines traçantes qu'il faudrait avoir pour l'éradiquer, c'est très compliqué. Si elle a son côté invasif, elle est par contre assez facile à tailler et à réduire en bouillie, et puis c'est pratiquement fini, elle va recommencer, mais c'est facile, disons, à la contenir dans un certain endroit. Donc cette plante n'est pas originaire d'Europe, elle est originaire du Mexique. Elle a été importée il y a déjà de nombreuses années, plusieurs, je crois, 1 ou 2 siècles. C'est une plante qui s'est très vite adaptée à la région. On peut y consommer ses fruits, mais on reviendra plus tard. On peut y consommer beaucoup de choses. On va peut-être commencer par parler de sa culture et on va développer ça maintenant avec un petit peu de détails. Cette plante, elle se reproduit par semences. Donc, les fruits contiennent des semences, mais elle se reproduit par bouturage. Lorsqu'on bouture ce qu'on appelle des raquettes, pour faire simple, c'est ces parties qui sont ces espèces d'oreilles qu'on voit partout, qu'on va appeler raquettes. Lorsqu'on plante une raquette en terre ou qu'on la pose simplement au sol, la plante va remettre des racines qui vont rapidement aller en profondeur. Comme l'autre jour, lorsque j'en ai arraché une, on voyait très bien les 4-5 racines qu'elle avait directement mis très profondément. Et ces racines puissantes ont une capacité à absorber le peu d'humidité qui va tomber dans le sol. Si on voit cette plante, d'ailleurs pour la petite histoire, c'est la première plante qu'on a plantée ici, Moonchick, elle s'appelle. Quand on est arrivé là la première fois sur notre terrain, on venait de l'acheter, on a trouvé une oreille à quelque part au bord de la route, puis on a dit on va la poser là. Et puis cette plante s'appelle Moonchick parce qu'en fait, quand on est revenu la deuxième fois, elle avait très très soif. On a cru qu'elle avait très très soif. Et on avait une bouteille d'eau qu'on nous avait donnée de la marque Moonchick. Et puis j'ai dit, bon viens, on va arroser Moonchick. Alors voilà, c'est son nom, son petit nom. Donc c'est vraiment la première plante. Elle a maintenant un peu plus de 2 ans. Et elle se développe, elle s'est vraiment beaucoup développée. L'année passée, il y avait 1-2 oreilles. Et puis maintenant, elle a mis 3 oreilles, puis elle a mis tout ça. Elle n'avait pas eu d'eau pendant environ 14 semaines. Et on voit que le peu d'eau qui est tombée, c'est à peu près 15 mm après une telle sécheresse, ses oreilles sont complètement regonflées. Elle a déjà eu la capacité à se recharger pour une prochaine sécheresse. Ces plantes, pourquoi je parle de bouturage? C'est parce que les semis sont assez aléatoires, donc il y a beaucoup de graines dans un fruit, mais les semis sont plus difficiles à faire que le bouturage de raquettes. Si par exemple vous arrachez une raquette aujourd'hui, vous la posez dans 1 semaine par terre,
ou 2 semaines par terre, elle n'aurait aucun problème à reprendre, elle ne va pas sécher. C'est d'une facilité à bouturer que le semis, je vais jamais m'occuper de faire le semis. Mais par contre, je pense que les oiseaux, d'une certaine manière, ont la possibilité, en mangeant les fruits, de parsemer ces semences. Mais à mon avis, ça serait beaucoup plus invasif si ça se passait si facilement. Donc, c'est surtout par bouturage, la plante grandit, la plante se casse, tombe au sol, puis naît une suivante, puis naît une suivante. C'est en se reproduisant, c'est en grandissant et en tombant au sol, parce que finalement, c'est quand même assez flexible, que la plante se propage plus loin. Donc, c'est plus ou moins de cette manière qui est la plus facile de reproduire cette plante. Donc, cette plante, elle est composée en fait de ces oreilles qui s'assemblent et qui finissent par former un tronc, comme on a vu sur la plante qui était plus vieille. Ces oreilles raquettes s'appellent des cladodes, et les petites épines, on appelle ça des glochides. Alors on va peut-être utiliser le mot d'épine et puis le mot de raquette, ça sera plus simple pour tout le monde. Et cette plante, elle se distingue rapidement par ses oreilles qui sont soit assez en forme de raquette, soit elles sont des fois un peu plus rondes. Ça dépend des variétés. Il y en a qui ont des épines plus grandes, comme celle qui est là, juste derrière moi. Donc la plante, comme celle-ci, elle est dans sa 3e année. Ça dure un petit peu pour qu'elle mette les premiers fruits. Je pense que l'année prochaine, au printemps, vont naître à l'extrémité de ces raquettes les fleurs, puis les futurs fruits. Comme on peut voir sur les images qu'on a montrées déjà, les fruits vont se situer comme ça aux extrémités de la raquette. Il faut bien imaginer que c'est une plante du soleil. Cette plante, il lui faut un minimum de 6 heures de soleil par jour en plein été, et elle peut prendre tout le soleil que vous pouvez lui donner. Mais je dis tout. Elle peut vraiment, il faut la mettre au soleil, contre un mur, etc. Elle va aimer toutes les conditions qui lui sont le plus favorables pour avoir de la chaleur et du soleil. Elle va absolument détester un sol lourd. Donc, il lui faut un sol drainant au maximum. Donc, ça veut dire du sable, même s'il y a de la caillasse, ça lui va aussi très bien. Il ne faut absolument pas d'eau stagnante, ça va la tuer. J'ai expliqué le concept des racines. Si vous pouviez imaginer, c'est dommage qu'on n'a pas fait la photo avant, la tête de ces raquettes qui étaient toutes fripées, pliées, avec le peu d'humidité qu'on a eu, ces racines ont extrêmement été chercher cette eau. Elles ont vraiment une capacité à pomper le peu d'humidité qui peut tomber à la surface du sol et dans le sol. Donc il leur faut des racines qui peuvent pivoter. Bon, elle va déjà se débrouiller, elle va descendre. Et c'est important. Donc du sable, quelque chose de drainant et absolument pas d'eau stagnante. Ça veut dire que si vous la plantez dans un pot, parce que dans un pot elle va se plaire, il faut éviter de mettre des billes d'argile dedans, il faut éviter de prendre des choses qui pourraient garder de l'eau, il faut vraiment mettre des galets de rivière, un mélange de terreau, terre et sable, ça suffirait pour qu'elle se plaise dans un pot. Donc il lui faut pas énormément de matière organique pour vivre, elle est pas très demandante en sol riche, elle va se contenter de peu, elle va aller chercher ce qu'il lui faut assez facilement. Et c'est bien évidemment aussi, la nature est bien faite, quand les raquettes tombent au sol et qu'elles ne se mettent pas à se bouturer toutes en se décomposant, bien évidemment la plante va se nourrir elle-même, elle va créer son microbiote là autour d'elle qui va faire qu'elle se reproduit et qu'elle peut vivre très bien toute seule comme ça au milieu de nulle part. Donc cette plante extraordinaire, c'est vraiment une plante de désert qui va supporter mais tous les climats possibles. Si on voit là où elle pousse, c'est vraiment génial. Elle se cultive jusqu'à, j'ai lu, 4700 mètres. Alors, j'imagine aussi en altitude où ça ne va pas geler trop. Si on en vient justement sur le climat qu'il lui faudrait, et il ne faudrait pas que les températures baissent en dessous de -5. Il y en a qui disent dans les -8, -10. Mais disons qu'elle ne va pas supporter du gel qui va durer longtemps dans la nuit et longtemps dans la journée qui va suivre. S'il y a un gel, comme ici par exemple, il peut faire -3, mais ça dure quelques heures et le lendemain, la température remonte, la plante peut survivre. Donc on peut l'imaginer jusqu'à certains endroits proches des côtes, proches des grands lacs, on peut s'imaginer qu'elle va pouvoir survivre parce que les gelées sont de courte durée. Mais il ne faut pas se voiler la face quand on dit une plante supporte -5, elle va peut-être supporter -5, mais pas -5 et puis il fera moins le reste de la journée. Tout va geler. Toutes ces raquettes, c'est rempli d'eau.
Donc elle va supporter à un certain moment les gelées, mais elle ne va pas survivre à une gelée conséquente qui va durer plusieurs jours ou en tout cas plusieurs jours. Dans cette plante, tout se mange, sauf les épines, bien évidemment. Il faut faire attention à ça, hein. Il ne faut pas les toucher parce qu'elles se détachent et puis elles restent collées aux doigts. Il faut faire attention comment on les empoigne. Il y a des gens qui ont l'habitude pour les saisir. Moi, j'ai toujours besoin de gants. Une de ces raquettes peut facilement se couper avec un couteau. Il suffit de gratter les épines, on peut manger l'intérieur. Quand alors, seulement c'est mieux quand les raquettes sont jeunes et plus ou moins quand elles poussent. En fin de saison, c'est peut-être pas la meilleure période pour les récolter. Elles sont toujours bonnes, mais elles deviennent plus acides, elles deviennent plus fibreuses, etc. Donc au printemps et au Mexique, c'est vraiment un plat traditionnel dans leur culture. Ils mangent les raquettes. C'est pas tellement les fruits qu'ils mangent, mais c'est les raquettes. On a goûté, c'est un peu le goût de concombre. C'est pas si mal. Maintenant, on doit apprendre à les cuisiner. On est tout au début de la découverte de cette extraordinaire plante. Et bien évidemment aussi, on va manger par la suite les fruits. Alors, les raquettes et les fruits sont aussi extrêmement bons pour les animaux. Si vous ne les mangez pas vous-même, vous pouvez toujours les donner aux poules, vous pouvez les donner aux vaches, aux moutons. Enfin, elles contiennent des protéines, elles sont riches en minéraux, elles sont riches en vitamines. C'est vraiment une superfood en fait, la raquette comme le fruit. C'est vraiment quelque chose de génial. Ce qu'il faut bien évidemment faire, si on veut l'utiliser par exemple comme matière organique, on pourrait très bien imaginer de prendre des raquettes, si on en a trop et pas d'animaux, on pourrait les broyer et faire un mulch avec, parce que cette plante qui stocke beaucoup d'eau, comme l'aloe vera de la semaine passée, stocke de l'eau à l'intérieur de cette raquette, elles vont encore gonfler pendant l'hiver, elles vont encore s'épaissir, et à l'intérieur, ce mucilage est aussi extraordinaire, ses capacités régénérantes, enfin, il a des caractéristiques qui vont s'approcher de celles de l'aloe vera, voire meilleures, et on n'a pas fini encore de découvrir tout ça. Alors nous, surtout pas, j'ai encore pas tout pu explorer les écrits sur ces plantes, mais l'intérieur est bon comestible, il est bon pour la cosmétique, il est bon pour la peau, il est bon pour beaucoup de choses, il est bon pour les animaux. Donc toutes ces parties de la plante se mangent en fait. La bouture de cette plante, c'est extrêmement simple. Du moment qu'on a coupé l'oreille, cette partie va sécher. C'est pas bien grave, c'est même bien si elle sèche. Il y a donc 3 manières de faire. La première, c'est simplement de la poser où on veut la planter. Ça, c'est la manière la plus simple de faire. La deuxième, c'est de faire un petit trou, comme j'ai fait ici, et d'insérer la raquette dans l'eau. Je lui ai fait un petit bac pour que l'eau, pour lui simplifier la vie au départ, mais il n'y a pas vraiment besoin de faire. On a vu encore en haut une raquette qui est tombée, elle pousse rapidement. Et l'autre manière, c'est de procéder exactement comme ça, mais dans un pot. Donc vous la plantez dans un pot jusqu'à environ quelques centimètres. Vous la mettez droite dans le pot jusqu'à quelques centimètres dans la terre. Vous voyez ici, on n'a pas changé le sol. C'est quelque chose qui est sableux, qui a du limon, qui a une partie d'argile, mais c'est une terre qui est extrêmement drainante. Il faut s'imaginer que cette partie où je me trouve ici de la ferme, il y en a d'autres, même l'herbe a de la peine à pousser. Ça a été bien évidemment travaillé une fois parce qu'on a dû terrasser le terrain, mais depuis 2 ans, rien n'y pousse vraiment. Et c'est une bonne manière de revitaliser ce coin, de faire pousser des plantes, de la matière organique, de régénérer ce sol, à commencer par ces plantes. Malheureusement, l'idée ne nous est pas venue avant, mais voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et en plus de ça, on va se situer avec des petites plantes dans cette région. Sur la swale, on a les figuiers où l'eau va s'arrêter. Et derrière la swale, si on a des grands, on a les mûriers noirs qui seront des arbres plus grands qui vont faire de l'ombre plus tard où les poules pourront aller. Donc on est vraiment sur un système par étage où là, elles vont avoir beaucoup de soleil et elles ne seront pas à l'ombre des arbres qui sont toujours plus grands là derrière l'autre. Donc c'est un bon système aussi pour régénérer, pour planter quelque chose là où il n'y a rien qui va pousser. C'est une récolte qui va commencer en août, en fin août, septembre, donc dans notre région, je ne sais pas quand on est plus au nord, les fruits qui peuvent être blancs, jaunes ou un peu plus foncés, ça dépend des variétés, il y a différentes couleurs du Ficus indica. À un moment donné, on va pouvoir ramasser ces fruits, ils viennent vraiment très colorés. On va les arracher soit avec des gants, soit avec une spatule, on les tourne comme ça, ce n'est pas évident à les prendre.
Et une fois qu'ils sont ramassés, ils sont pleins de ces petites épines. Alors les fruits, c'est terrible. Si vous en avez dans les mains, vous allez tout de suite savoir. Ils ne font pas très mal, mais ils restent longtemps. Ça finit par s'infecter. C'est terrible. Alors, la meilleure manière pour enlever ces petites épines, c'est simplement de les tremper dans l'eau quelques minutes. Et ensuite, on peut déjà les prendre. Il y a beaucoup moins d'épines. On pluche, on enlève la peau du fruit. On peut les frotter si on a peur, on peut même à ce moment-là les frotter et toutes les petites épines vont partir. On les pluche et puis on a la pulpe à l'intérieur. Et cette pulpe, elle est composée donc de la pulpe, elle est composée des semences qu'on a là. Il y en a vraiment beaucoup et elles sont dures sous la dent, je vous assure. Ces semences sont une richesse exceptionnelle, ils donnent une huile. L'huile de Ficus indica, c'est une huile qui, je crois que c'est l'huile la plus chère au monde. Mais il en faut à peu près 30 à 40 kilos de semences pour faire 1 litre. Ça représente, ce que j'ai vu, à peu près 1 000 € le litre de cette huile. Donc c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur. Et d'ailleurs, dans les pays du Maghreb, ils en cultivent beaucoup justement pour produire cette huile pour la cosmétique. Une fois donc que vous avez épluché votre fruit, vous pouvez le manger avec les semences. Il ne faut quand même pas trop exagérer si vous trouvez ça super bon. Ça a le goût entre la pastèque, la mangue... Banane, c'est un peu difficile. Moi, personnellement, je trouve ça douillet. Les poules, elles trouvent ça génial. Mon épouse adore ça. Confiture, elle a déjà expérimenté. Elle a fait de la gelée pour en faire des bonbons. Elle met un petit peu de citron dedans juste pour donner un petit peu d'acidité. C'est peut-être le peuple qui mange. C'est très bon, cette pulpe de fruits, c'est très bon pour la santé. C'est riche, c'est ce que je vous disais, très riche. C'est bon pour les gens qui ont besoin, par exemple, de manger beaucoup de bananes parce qu'il leur manque magnésium, potassium. Eh ben, là-dedans, vous en avez une dose, c'est garanti. Alors voilà, nous, généralement, on mange la pulpe et on tire les semences pour qu'elles soient vraiment dehors, pour qu'on puisse profiter de cette pulpe. J'en mange, je fais ma cure de pulpe de fruits, mais ce n'est pas mon fruit préféré. Mais ce n'est pas vraiment pour ça aussi qu'on le fait pousser, c'est parce que déjà c'est une plante extraordinaire. C'est une plante qui est magnifique à voir dans sa résilience. Et puis c'est aussi une manière de faire venir quelque chose, comme je disais, dans des endroits pauvres et qui va en permettre d'avoir un peu plus d'autonomie, que ce soit ça pour nous ou que ce soit pour les poules ou d'autres animaux qui les consomment. Nous sommes vraiment au début de l'expérimentation de tout ce qu'on peut faire. Dans la région où on est, les gens mangent les fruits. Ils en font aussi d'ailleurs un alcool, une liqueur. Non, ils font fermenter le fruit, donc c'est plus une liqueur à ce moment-là. Ils font fermenter les fruits. Il paraît que l'alcool qui va en sortir est extraordinaire en goût. J'ai jamais essayé, mais pourquoi pas faire fermenter aussi le fruit pour sortir de l'alcool. On va essayer de faire de l'huile. On a déjà récolté l'année passée des semences. On va essayer de faire sortir une goutte d'huile de tout ça. On n'a encore pas testé vraiment notre machine à huile. Ça va venir. On n'arrive pas à tout faire. On a plein de graines à traiter, dont celle-ci. Les raquettes, la cuisine mexicaine, c'est des tas de choses que je dois découvrir pour les mettre dans des tortillas, pour mettre dans plein de choses avec le maïs, à découvrir. Je vous encourage vraiment à découvrir cette plante si vous estimez que vous avez la possibilité d'en avoir ou vous aimeriez en avoir. Il y a souvent des endroits où on peut, quand on est en vacances, on roule tout d'un coup, c'est là. Il suffit de poser la question à quelqu'un, est-ce que je peux prendre une oreille? Et c'est parti, vous en aurez et vous en aurez pour toujours. Il y a pratiquement 100% de réussite de bouturage. C'est une super plante. Et moi, je vous souhaite en tout cas une super semaine. Et puis à tout bientôt, au revoir. Alors, goûte. Avec le citron, c'est pas mal. Hein. Ouais, moi j'adore. Quoi? Avec le citron, c'est vraiment quelque chose de super. Ouais, c'est cool. Tu peux apprendre à aimer le fruit. Hein. Moi, je trouve ça. Mais comme ça, c'est vraiment bon. Et il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de sucre, non. Là, j'ai juste mis du jus de citron parce que sinon, c'est un peu douillet. Ouais. Mais comme ça, c'est. T'en veux? Non. Tiens. Non, c'est bon. Comme ça, c'est bon. Hein. Moi, j'aime bien. Ouais, moi, j'adore en tout cas. C'est super cool, là. Ouais. Alors là, je suis épaté. C'est un fruit. Parce que sans le citron, c'est vraiment... ça manque. Ouais. Hein. Top, top.